Voilà. Alors, comme je disais, nous sommes très contents d'avoir comme invité pour un sujet qui est important. C'est vrai qu'on est beaucoup dans les virus en ce moment. On a eu Sophie Caillard qui nous a fait le décalvirus. Enfin, bon, bref, quoi qu'il en soit, donc Hélène François, qui est professeur chef de service de transplantation rénale néphrologie à la Pitié, et qui connaît bien le sujet, et donc qui va nous parler de ce sujet. J'arrête, comme je disais, je suis désolé d'être obligé de partir à 13 heures. J'arrête la vidéo et on t'écoute. Ben, merci beaucoup pour l'introduction. Euh, donc, on va parler d'un sujet qui est rare mais très grave chez les patients transplantés du rein. C'est une étude qu'on a faite il n'y a pas longtemps. Oups. Attends, je t'ai coupé le son, pardon, je t'ai coupé le son, je pensais que c'était C'est bon Sophie. là? Ouais, c'est bon, voilà, Ok. merci. Donc, Désolé. j'étais en train de dire que donc, cette infection, la LEMP, elle est très rare chez les transplantés rénaux, mais qu'on vous présente Et là, les données de la littérature on récente. voit plus ton écran. Ah, On te alors voit attends. toi. Alors attends, je recommence. Je recommence le partage. Vous savez comment. Partager. Voilà, c'est parfait. Merci. Je pense qu'on est bon. Donc tout ça pour dire que cette étude nationale qu'on a faite récemment, qu'on va vous présenter entre autres revues de la littérature de cette pathologie très rare chez les greffés, était le sujet thèse d'Adélaïde Sanson qui est chez vous et qui aurait tout à fait pu faire ce topo euh, à ma place. Mais du coup, bah, c'est moi qui le fais. Donc voilà. Donc c'est quelque chose qu'on a présenté aussi au Spring Hits parce que les Spring Hits cette année, c'était précisément les virus et les complications infectieuses rares chez les greffés. Donc effectivement, ça reste, même si c'est très rare, un sujet qu'on discute à ces occasions-là. Euh, donc j'espère que les diapos vont passer parce que là, ça n'a pas l'air de passer. Voilà. C'est tout. Donc les disclosures, voilà. Donc le virus, donc le JC virus, en fait, il a été nommé JC parce que c'est les initiales de John Cunningham, qui est malheureusement le premier patient qui a souffert et qui est mort de cette infection en 1971. Le JC virus, c'est un virus qui est très fréquent, que la plupart d'entre nous, jusqu'à 80% des gens, attrapent plutôt dans la petite enfance. Et c'est un virus qui donne une première infection en général asymptomatique, qui est attrapé en fait par voie orofécale ou respiratoire vraisemblable. Il est aussi possible qu'il y ait des transmissions interhumaines via la nourriture souillée ou l'eau souillée, mais c'est pas clair. Donc le mode de transmission complet n'est pas clair. Toujours est-il donc 80% d'entre nous qui ont rencontré ce virus, donc qui fait partie de la famille donc des polyomavirus. Le virus est donc chez l'immunocompétent latent dans les ganglions, les neurones, le système nerveux central et également le rein, et donc qui se réactive quand on est immunodéprimé, donc que ce soit VIH, chimiothérapie lourde ou, bah, en ce qui nous concerne, immunosuppression des patients transplantés d'organes solides. Les signes cliniques sont, on va le revoir, essentiellement neurologiques, et donc ce virus fait partie de la famille des polyomavirus, qui sont bah, effectivement des virus fréquents et notamment bah, qui sont un peu de la même famille que le BK-virus dont vous avez entendu parler visiblement la semaine dernière. Donc, qu'est-ce que donne comme symptôme le JC-virus chez les patients immunodéprimés qui vont donc développer cette fois-ci des symptômes? C'est essentiellement quand même des symptômes du système nerveux central. Donc, sur la gauche, on voit une IRM d'un patient qui a des lésions. En gros, ce virus, il entraîne une lyse des oligodendrocytes et il entraîne une démyélinisation des neurones. Évidemment, c'est pas très bon. Et ça donne divers symptômes qu'on va revoir plus tard. La néphropathie à JC-virus est possible. Comme c'est la même famille effectivement que le BK-virus, bah, c'est positif au SV40, mais effectivement, c'est un diagnostic d'élimination quand il n'y a bien sûr pas de BK-virus, parce que c'est bien sûr beaucoup plus fréquent le BK-virus dans le rein que le JC-virus. Il y a quelques cas quand même décrits, ça reste quand même assez exceptionnel. Il y a d'autres manifestations neurologiques, des neuropathies un peu spéciales, périphériques très rares, des tableaux d'encéphalite avec pas les imageries typiques de la LEMP, mais globalement, la LEMP, c'est quand même la manifestation de très très loin la plus fréquente sur le plan neurologique quand on réactive le JC virus. Donc la problématique de la LEMP, c'est que les signes sont frustres, peu spécifiques, progressifs, les présentations sont souvent incomplètes, un peu polymorphes, si bien qu'il y a beaucoup de diagnostics tardifs. Et la problématique, c'est que c'est une infection qui est très grave. Donc, quand on perd un mois, 2 mois, parce qu'on n'a pas trop vu,
souvent on le paye très très cher et la mortalité est plus de 50%, c'est une mortalité très importante. Donc effectivement, c'est important d'être alerté par justement les signes qui peuvent arriver en premier. Donc en général, quand les patients ont des déficits sensitivo-moteurs, les gens vont à l'IRM et c'est pas trop le souci. Mais très souvent, c'est beaucoup plus frustrant au début. C'est des anomalies des fonctions supérieures. Donc euh, les gens ne retiennent pas certaines choses, ont un comportement, comme dit leur famille, souvent un peu bizarre. Des troubles de l'équilibre, rien de très concret parfois. Parfois, ça peut être de la déconvulsion, mais finalement, des signes focaux vraiment sensitivos-moteurs, ils sont tardifs, ils ne sont pas là toujours. Et donc, entre le moment où les patients euh, se comportent bizarrement, disent qu'ils ont des troubles visuels étranges, et le moment où ils font tomber un objet quand ils essaient de le saisir, il se passe parfois 2 mois, 2, 3 mois, et parfois c'est là où le tableau clinique devient complet, mais du coup très grave. Donc le diagnostic est fait par des signes neurologiques, comme vous avez vu à gauche, tous ceux qui peuvent arriver. En principe, soit une biopsie cérébrale, mais en général, on détecte par l'APL, hein, l'APCR de JC virus dans le LCR. Bien sûr, à l'IRM, il y a des lésions qui sont pour les neurologues, que je ne suis pas, mais qui sont assez typiques. Donc, c'est l'IRM vraiment qui permet le diagnostic, hein, c'est le gold standard. Donc, c'est des lésions hypo-intenses en T1 qui prennent le contraste en flair et en T2 qui sont hyper intenses. Attention, comme vous le voyez, il n'y a pas du tout d'effet de masse. Donc, par rapport à tout ce qui peut arriver dans un cerveau de greffé, lymphome, infection et autres réjouissances, effectivement, c'est un signe important, pas d'effet de masse et ça ne prend pas le gadolinium. Donc ça, c'est vraiment deux éléments qui sont des éléments clés quand on voit des lésions comme ça, où finalement, sans le gado et puis sans le reste, on pourrait enfin, évoquer d'autres choses, mais quand on a ces choses-là, pas de gado, pas d'effet de masse, pour un neuroradiologue, c'est typique. Et donc, ça doit vous faire la PCR très rapidement pour vraiment confirmer le diagnostic. Donc la population à risque de la LEMP, c'était pas forcément les greffés du rein en premier, hein, ou les greffés d'organes solides, c'est surtout euh, quand il y a eu l'épidémie de VIH, où on a vu des LEMP, hein, puisque dans les années 2009, 80% des cas de LEMP, c'était des patients VIH quand même. Donc, et puis finalement, les patients qui ont des cancers et des chimios et les patients qui ont des immunosuppresseurs, ça représente beaucoup moins que ça. Donc aujourd'hui, on est plutôt à 43% de VIH, parce que maintenant, évidemment, il y a des traitements. Les traitements hémato, qui sont les patients qui ont des chimios, les maladies inflammatoires, particulièrement la sclérose en plaques, puisqu'il y a un traitement, on en reparlera, mais qui bloque l'arrivée des lymphocytes dans le cerveau. Et donc, localement, il y a une réactivation de la LEMP, mais exclusivement dans le cerveau. Donc, ça donne des tableaux très brutaux, très graves. Mais ce n'est pas du tout la même chose que nos patients transplantés d'organes solides qui, eux, sont globalement immunodéprimés et pas que dans le cerveau. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes patients et le même risque vital derrière. Donc, par rapport aux transplantés d'organes solides, ça a l'air quand même très rare d'après les séries américaines où ils ont trouvé 9 cas sur 32 000. Alors, bon, c'est du registre, hein, donc je pense que c'est peut-être quand même un peu sous-estimé. En France, il y a eu une série plus récente sur les cas de LEMP, mais tout confondu, hein, pas que les transplantés. Et dans cette série, seulement 4% étaient des patients qui étaient transplantés. Donc ça veut dire que, évidemment, nos patients ne sont pas les patients les plus à risque de développer cette complication. Et puis, ce qui nous avait un petit peu alerté, c'était que on avait l'impression que depuis l'ère du bêta-7, on avait le sentiment clinique qui était finalement peut-être un peu faux, mais que les patients greffés un peu âgés sous Belatacept étaient peut-être plus à risque de développer des LEMS parce que en discutant entre collègues, on s'apercevait que presque tous avaient eu dans les 5 dernières années à 10 dernières années un cas de LEMS sous Bella, et donc on avait le sentiment que peut-être que cette nouvelle immunosuppression, enfin nouvelle, tout est relatif, mais en tout cas plus récente que les autres, était peut-être un facteur de risque. Et puis on avait envie de refaire le point par rapport à ça. Donc, le bêta-tacept en transplantation rénale, ça reste quand même une molécule qui est quand même extrêmement utile. Maintenant, on sait que la fonction rénale, elle est meilleure que quand on est sous anticalcinuréine. Enfin, après 7 ans, enfin, il y a eu des papiers qui ont pu enfin démontrer une amélioration de la survie du greffon, mais au prix effectivement d'un peu plus de rejet cellulaire au début, surtout quand on est en de novo ou quand on switch de façon précoce. Mais de manière tardive, les patients développent moins de DSA, donc ça a l'air plutôt bien. Côté infection, initialement, on sait que les patients qui étaient séronégatifs pour le BD faisaient plus de lymphomes cérébraux. Et donc, ça reste une contre-indication absolue. Et depuis qu'on garde cette contre-indication absolue, on n'a pas de problème de lymphomes cérébraux, particulièrement avec le bêta-tacept, mais
il y a un certain nombre de publications qui ont retrouvé peut-être un surrisque de réactivation virale, CMV, BK, CMV un peu rare, voire d'autres complications opportunistes qui ont donné lieu à d'autres études qu'on a pu faire et qu'on est en cours de finalisation pour essayer de voir si, en tant que tel, il y a un réel surrisque infectieux, ce qui n'est pas retrouvé dans les études prospectives, mais qui ne touche pas forcément les mêmes populations que l'utilisation du belatacept en vie réelle, où en fait en vie réelle, on prend les greffons les plus mauvais qu'on a donnés aux patients les plus âgés, les plus fragiles, et forcément, ça ne se passe pas forcément très très bien. Donc, le but de l'étude, donc du sujet de thèse de Adélaïde Sanson, et on a travaillé avec Yannis Lombardi, qui est médecin, mais qui est aussi un statisticien hors pair, on avait envie de connaître l'incidence des LEMP parmi la population française de transplantés rénaux. On voulait décrire la cohorte, évidemment, et puis essayer d'identifier des facteurs de risque, parce que notre sentiment clinique était qu'on avait l'impression qu'on en voyait plus à l'ère du belatacept que du temps du tacrolimus ou de la cyclosporine. Voilà. Donc, c'est une étude rétrospective multicentrique. Pratiquement tous les centres de transplantation français ont répondu, sauf deux, donc on est quand même relativement exhaustif, même si on ne l'est pas complètement. Donc, bien sûr, pour participer, il fallait être un adulte greffé du rein et avoir un diagnostic en post-transplant de l'EMP, sachant que pour le diagnostic, on a gardé des signes neurologiques, une IRM caractéristique et soit une biopsie, mais c'était la plupart du temps des PCR qui retrouvaient le JC virus dans le LCR. Donc, comme je vous disais, il n'y a que deux centres qui n'ont pas répondu. L'un des centres n'avait pas de cas a priori, un autre en avait peut-être deux. Donc voilà, donc on n'est pas totalement exhaustif, mais voilà. 19 centres qui n'en ont jamais eu, a priori. Et donc, comme c'est rare, souvent on s'en souvient. Puis le code, du coup, on peut les retrouver quand même par le codage ou par d'autres choses. Donc, on ne doit pas être si mauvais que ça dans l'exhaustivité. Et donc, on a eu finalement 27 cas soumis et on en a exclu deux parce qu'on n'avait pas la PCR positive. Donc, entre 2006 et 2023, on a eu 25 cas. Donc, vous voyez que quand même, sur l'ensemble de la population française de greffés du rein, c'est rare. Donc, ça, c'est la première bonne nouvelle de l'étude. Donc, après, on a essayé de voir, en fonction de l'exposition et des cas, quand est-ce qu'ils survenaient, de calculer une incidence. Et on a trouvé que c'était moins de 5 LEMP pour 100 000 patients qui étaient à risque. Donc, ça reste quand même très rare. Et si on essaie de comparer par rapport à ce qui est connu chez les VIH, les VIH, c'est beaucoup plus. Bon, la population générale, évidemment, c'est absolument exceptionnel, évidemment. Les VIH, c'est beaucoup plus. Et le natalizumab dont je vous parlais, qui est ce médicament qui empêche que les lymphocytes soient dans le LCR, enfin dans le système nerveux central, et qui est un traitement très important dans la CEP, c'était 200. Donc, eux, effectivement, ont eu beaucoup, beaucoup plus de cas parce qu'effectivement, ils empêchent ils empêchent que ce système immunitaire soit efficace dans le cerveau, ce qui est le but pour la CEP, évidemment, ce qui est un peu dangereux. Donc, globalement, c'est très rare chez les patients transplantés rénaux, mais comme c'est très rare, on ne connaît pas très bien, et du coup, potentiellement, on le diagnostique trop tard, et du coup, c'est peut-être très grave, donc c'est pour ça qu'on en parle quand même aujourd'hui. Donc, dans notre population, peu étaient infectés ou avaient un cancer, hein. Finalement, c'était des patients transplantés, je vais dire, un peu lambda. C'est des patients qui étaient greffés depuis quand même presque 8 ans à peu près, hein. Donc, euh, plutôt des vieux greffés, entre guillemets, qui avaient eu quand même pas mal de complications infectieuses, notamment virales, plus de la moitié. Souvent, c'était du BK-virus, du CMV, ou des complications des mycobactéries. Euh, et ce qu'on peut dire aussi, je pense que c'est la diapo d'après où j'ai l'âge, mais dans ce qui est de leur traitement, avant la transplantation, certains avaient eu du rituximab, quand même 8%, mais c'est quand même pas extrêmement fréquent quand même, ou de l'azathoprine, de la batacète, donc pas grand-chose, pas de chimiothérapie, donc pas un passé avant greffe spécialement remarquable. Euh, et ce qu'on a retrouvé, en tout cas, chez nos patients, c'était que quand même, on avait 36% des patients qui avaient une lèpre dans notre cohorte, qui avaient été exposés au belatacept, ce qui est quand même est un petit peu plus que la moyenne d'exposition de la plupart des centres qui ont répondu. Et au moment du diagnostic, effectivement, on avait 32% des patients qui avaient été exposés. Alors, 32%, ça semble beaucoup, mais ce n'est pas 100%. Donc, il y a quand même 70% des patients qui ont une lèpre dans cette cohorte qui n'ont jamais eu de belatacept. Donc, ça reste quand même un sujet d'actualité et effectivement, le belatacept tout seul n'est pas, bien entendu, la cause de la LEM chez les greffés rénaux. Donc, ce qu'on peut quand même dire, c'est que si on prend l'ensemble de l'exposition belatacept dans la cohorte des centres qui ont répondu, l'écrasante majorité des centres avaient moins de 5% de patients
qui étaient sous belatacept, et pour certains, on arrivait à 15%, pour la période concernée, hein. Pour certains d'autres, maintenant, ça sera beaucoup plus, mais en tout cas, on est très en dessous des 36%. Donc, quand même, il y a un signal peut-être d'exposition malgré tout. On ne peut rien dire de plus, évidemment, mais c'est quand même une information qu'on peut donner. Peut-être surveiller un peu plus les patients âgés qu'on a mis sous belatacept pour cette complication. Hélène, comparé aux infections CMV, EBV, si tu prends la proportion de tes patients sous BELA, c'est plus ou c'est moins comparé aux infections JC? Alors, c'était un peu plus, ouais. Ils ont fait plus de. Attends, si je me remets sur la diapo, excuse-moi. 46% ont eu une complication virale. Donc 16% BK, 12% CMV. Ah oui, pardon, tu veux dire sous BELA, les complications virales sous BELA, excuse-moi, de la cohorte. Ouais. Je suis pas sûre d'avoir cette donnée, en tout cas pas en tête. Mm. C'est une bonne remarque. Je n'ai pas la donnée en tête, non. Mais effectivement, ça aurait été utile de regarder ça. Je suis pas sûre qu'il y avait une grosse différence, mais je peux pas te dire comme ça. En tout cas, sur la présentation clinique, vous savez que le premier signe clinique, par exemple, moteur, c'est que là, un tiers. Donc, si on attend un déficit moteur, c'est trop tard. Par contre, des anomalies cognitives, un tiers. Donc, ça, c'est important. Juste un peu de vertige. Vous voyez que c'est pas fréquent. Language disorder, des problèmes pour d'élocution. Donc, voilà. Donc, ça, c'est quand même important. Et la plupart des lésions commencent plutôt dans le lobe frontal, d'où les signes souvent sur le comportement. On a effectivement des gens qui deviennent bizarres d'après leur famille, qui sont un peu frontaux, quoi, concrètement. Euh, il y a 2 mois entre le diagnostic final et le premier symptôme, c'est quand même beaucoup. Mais parce qu'effectivement, tant qu'on n'a pas de franc déficit, ben, ça passe un peu à la trappe. Parce que bon, là, je fais la blague, mais effectivement, on greffe de plus en plus de patients déments qui sont pas normaux, et donc on remarque pas qu'ils sont pas normaux, mais bref, donc j'exagère un tout petit peu, mais c'est vrai que on a des greffés souvent âgés. Voilà, parfois quand ils sont notamment sous belatacept, ils ne voient pas forcément le même médecin, qui évalue pas forcément bien leur fonction cognitive, surtout sur une consultation rapide. Mais pour un des cas qu'on avait, la femme disait il est bizarre, il est bizarre, il est bizarre, mais il ne voyait jamais le même médecin à l'hôpital de jour, et personne ne le trouvait très bizarre, mais elle avait signalé des anomalies, vraisemblablement un peu de comportement, mais difficiles à caractériser en fait. Voilà. Donc, dans notre cohorte, la mortalité à 1 an, c'est assez catastrophique, c'est 60%. Donc, avec quand même bon, 36% qui ont une rémission partielle. Tous ont eu des modifications drastiques de l'immunosuppression. C'est le seul traitement, c'est de baisser massivement l'immunosuppression. Euh, euh, 90% ont arrêté les Cinailles quand ils en avaient. Bien sûr, on a arrêté le Belatacept pour ceux qui en avaient toujours, le Celcept aussi. Donc, on laisse pas grand-chose, hein. Il y en a même qui ont eu un arrêt ou une baisse des corticoïdes dans 8% des cas, mais parfois on le laissait après le traitement pour la crainte de l'iris. Et puis, quand même, on a un certain nombre de patients qui ont eu des traitements pour restimuler, enfin de co-stimulation, des assos anti-PD1, PDL1 et ou interleukine 7. Voilà. Donc, le retour en dialyse, c'était que pour 8%, mais pour ceux qui étaient encore vivants. Et on n'a eu qu'un rejet décrit, sachant qu'on avait quand même un peu de données manquantes par rapport à ça. Et Pardon, Oui, vas-y. non, moi j'avais une question parce que dans l'intro tu disais que tu pouvais aussi avoir un tropisme rénal. oui. Et, Alors, eux, semble-t-il, ils n'ont pas eu. c'est pas du tout c'est pas les mêmes. J'ai C'est pas pas l'impression que ce soit les mêmes cas. Nous, on a eu une fois dans le service un cas JC virus de néphrite, il n'avait pas de localisation neurologique. Donc, t'as- Et, et je ne sais pas si tu en reparles après dans la prise en charge thérapeutique, mais il y a quelques années, on a eu un cas d'ailleurs aussi. Et Antoine Durbach était venu et il nous avait parlé pour les patients sous belatacept, éventuellement d'essayer de faire des échanges plasmatiques pour clairer plus rapidement le BELA. Là, j'ai pas vu dans la liste des trucs. Donc ça, alors là, dans notre cohorte, il y en a eu qu'un, a priori, qui avait eu ça, qui avait eu un échange plasmatique pour le BELA. C'était ouais. quelqu'un qui venait d'avoir son BELA 2 jours avant l'IRM, c'est quand même dommage. Mais bon, mais sinon, si vous êtes à 4 semaines, 3 semaines de l'injection, ça ne sert pas à grand-chose. Mais Ouais. effectivement, si malheureusement vous avez injecté juste avant le diagnostic, ça peut être utile effectivement de faire un échange plasmatique pour vite enlever. Mais en fait, globalement, ils sont profondément immunodéprimés, et c'est pas juste en enlevant le BELA que vous allez restaurer l'immunosuppression. Donc ça ne sera pas suffisant. Et donc, on va reparler un petit peu des traitements possibles après.
IL-7, les lymphocytes spécifiques, etc. Bon, il n'y a pas grand-chose qui marche super bien quand même, faut le dire, hein, ça reste très grave. Ce qui marche, c'est de diagnostiquer très tôt et de lever le pied très 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 vite sur l'immunosuppression potentiellement. Et si on est déjà aux symptômes moteurs, globalement, je pense qu'il n'y a plus grand-chose. Enfin, je pense que le pronostic est vraiment pas bon. Donc, si on compare avec l'autre plus large cohorte française qui avait été publiée, donc dans cette fameuse cohorte, il y avait 500 cas, mais que 4%, hein, donc 28 patients qui étaient transplantés d'organes solides et ce n'était pas que du rein. Eux, ils avaient une mortalité à 43%, donc plutôt inférieure, mais inférieure parce que c'était les patients non greffés qui semblaient survivre mieux. Ce qu'on remarque, nous, dans la cohorte de greffés, qui était la même chose dans cette étude de registre, c'est que les patients transplantés qui ont la LEM sont beaucoup plus vieux que les autres. Dans la cohorte française, l'âge moyen, c'est 52 ans, mais si on regarde les patients transplantés, c'est 64 ans dans cette cohorte française, et chez nous, c'était 67,5. C'est vieux, hein, c'est des vieux greffés. C'est des vieux greffés qui sont greffés depuis 7-8 ans, qui sont proches des 70 ans, donc c'est quand même une population particulièrement fragile. Et effectivement, bah, 30% de ces patients-là étaient sous bêta-tacept, donc on voit peut-être l'accumulation potentiellement des risques. Dans cette cohorte de registre, en tout cas, il ne parle pas de bêta-tacept, après, il n'était pas sous bêta-tacept. Donc, mais effectivement, il y avait peu de transplantés du rein dans cette cohorte. Donc, l'évolution du coup sous traitement, donc, comme je vous dis, à 60% de décès. Donc, pour ce qui est de l'immunosuppression, enfin de ce qui a été donné, il y a 30% des patients qui ont eu donc soit de l'interleukine 7, soit des anti-PD1, PDL1, pour essayer de restaurer une immunité le plus rapidement possible. Vous voyez que malgré ces traitements qui ont été donnés à des greffés, et malgré le fait qu'on a arrêté totalement l'immunosuppression, bah, finalement, on n'a eu qu'un rejet aigu, parce que en fait, ça reflète un état d'immunodépression très très profonde, pas que dans le cerveau, et les patients sont absolument pas en état de rejeter leur rein, et parce que bah, c'est déjà, ils sont déjà très 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 altérés sur le plan de l'immunosuppression, malgré les stimulations qu'on peut leur donner. Donc après, les questions qu'on avait eues, c'était est-ce qu'on a eu des syndromes de reconstitution? Bah, en fait, potentiellement un. Donc, voilà, globalement, il y en a qu'un qui a l'air d'avoir récupéré son immunité et qui a peut-être fait un peu d'iris. Sinon, ben, il n'y a eu qu'un rejet. Donc, on a quand même l'impression que malgré ce qu'on leur a donné, on n'a pas trop restauré. Ben, on a 1 sur 2 qui meurt. Et on n'a pas réussi, dans le temps imparti, avec arrêt d'immunosuppression et l'inhibiteur du checkpoint et IL-7, à restaurer une immunité dans des délais suffisants pour permettre qu'ils récupèrent de leur LEMP ou qu'ils récupèrent de leur profond déficit d'immunosuppression, vraisemblablement. Donc, c'est, je pense, le reflet d'une immunosuppression générale globale importante, ce qui est bien sûr très très différent des cas beaucoup plus fréquents de LEMP chez les patients qui sont sous natalizumab, où là, eux, bah, du coup, ils sont immunosupprimés que dans le cerveau, mais pas du tout ailleurs. Et pour le coup, eux font des iris gravissimes, hein, souvent à l'arrêt de natalizumab, et donc ils doivent manager ça avec les stéroïdes, etc. Donc, c'est pas du tout ce qu'on a vu nous. Donc, nos patients, alors on essaie de voir un petit peu. Après l'immun checkpoint, qui est l'inhibiteur qui faisait les iris, ça, je comprends pas. Alors, il y a eu un iris après inhibiteur de checkpoint. On a eu un seul iris après inhibiteur du checkpoint dans notre population. Parce que là, tu lèves le pied, tu mets un anti-PD-1, puis. C'est étonnant qu'il n'y ait pas plus de rejet parce que dans les séries d'inhibiteurs de checkpoint chez le greffier. Oui, exactement. C'est très très différent de ce qu'on retrouve quand on met des inhibiteurs de checkpoint chez les patients qui ont un cancer. Mais en fait, les patients qui ont un cancer, ils ne sont pas immunodéprimés comme ceux qui ont une LEMP. Sincèrement, je pense que ce n'est pas du tout les mêmes patients. La preuve, c'est que bah, ils font pas de rejet, ils meurent et ils font pas d'iris. Donc clairement, ils ont un système immunitaire qui est on en rediscute après le topo, j'ai mis quelques diapos. Je pense qu'effectivement, c'est pas du tout le même contexte. Euh, les patients greffés rénaux qui ont cette complication globalement ont un degré d'immunodépression qui est très important au moment où ils font cette LEP. Donc, on a essayé de comparer le groupe de patients qui étaient vivants à 1 an, donc 10, et qui étaient morts dans la première année, 15. Donc, c'est évidemment des tout petits chiffres. Donc, on a l'impression que ceux qui sont morts étaient plus exposés au BELA peut-être, ont fait peut-être plus d'infections que les autres. Et par contre, on a quasiment autant de traitements inter-checkpoint et interleukine 7 dans les deux. Donc, alors, ça veut dire ce que ça veut dire. Enfin, bref, donc, on ne peut pas trop dire que ça marche ou que ça n'a pas l'air d'être fou. Alors, après, quand c'est rétrospectif, souvent, on a tendance à mettre des traitements comme ça pour les gens les plus graves, mais
Là, on ne voit pas tellement de différence. Alors, vraiment, c'est des chiffres microscopiques, donc c'est dur à dire. Mais même sur ces petits chiffres, il n'y a pas de choses qui ont l'air de... Enfin, ça n'a pas l'air de changer la face du monde pour ces patients-là. En tout cas, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'il y a eu du Ritux quand même, hein, 20% de Ritux, 30% de Bella. Donc quand même des gens qui ont un petit peu plus d'immunosuppression que les autres et en plus qui ont 67 ans. Voilà. Donc il faut quand même savoir que on sait que c'est un facteur de risque important pour les complications infectieuses et particulièrement aussi dans notre cohorte. Donc, les conclusions de notre série, c'était que heureusement, c'est quand même rare. Ça survient à peu près 7-8 ans après la greffe. Donc, voilà. On a une mortalité à 60% à 1 an, mais en fait, ils meurent tous quasiment dans les 3 premiers mois. Du coup, on n'a pas beaucoup de rejets, mais alors peut-être enfin, on en aurait plus eu s'il y avait plus de gens vivants, mais en tout cas, voilà, sur ceux qui ont survécu, on n'en a pas eu. Et 36% de patients qui étaient donc exposés au bêta-tacept. Donc, évidemment, les forces de l'étude, c'est parce que c'est comme une série avec l'immunosuppression plus moderne qu'on utilise, donc c'est quand même intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que il y a eu quand même pas mal d'expositions au checkpoint et à l'IL-7, et on voit que contrairement à d'autres contextes pour la chimiothérapie ou autres, qui font peu d'iris et peu de rejets, et donc faut pas avoir peur de le mettre. De toute façon, votre maladie est très mal, donc je pense qu'il faut y aller. Ça n'a pas l'air d'être remarquablement efficace, mais en tout cas sur le risque, on peut au moins dire que voilà. Bien sûr, c'est une petite série. On a potentiellement sous-estimé les cas, mais comme les cas de l'EMP, on n'en voit pas tous les 4 matins. En général, ils sont hospitalisés. Donc, bon, la mémoire collective, à part les registres pour chaque service pour les complications et puis le codage, ça permet quand même de récupérer les cas. Donc, je ne pense pas qu'on ait beaucoup, beaucoup de cas qui manquent. Ce qui nous manque, c'est les sérologies JC qui n'étaient pas disponibles, sauf pour 2 patients qui étaient positifs. Mais après, ce qui est important, c'est effectivement, c'est le seuil de positif de la sérologie qui peut être utilisé aussi dans la CEP, mais on n'a pas accès à ça. Et le degré, la PCR quantitative dans la SR qu'on n'avait pas. Et on n'a pas de phénotypage de ces patients. Alors, du coup, la discussion qu'on peut avoir avec ces données, c'était est-ce que le bêta-tacept qui a l'air quand même enfin, les patients ont l'air quand même un petit peu surexposés par rapport aux autres. Est-ce qu'il y a vraiment un effet du bêta-tacept ou est-ce que c'est l'âge ou est-ce que c'est les deux ensemble? Qu'est-ce que c'est? Donc, il y a des études qui ont pu montrer que le traitement par CTLA4 peut donner un phénotype de T-cell exhaustion, d'épuisement lymphocytaire T, comme c'est retrouvé là, par exemple, 6 mois après le traitement. Et effectivement, en l'absence de co-stimulation, du coup, NFAT n'a plus, NFAT n'a plus son partenaire et du coup ça donne un espèce de phénotype d'exhaustion, d'épuisement lymphocytaire. Donc ça pourrait être une raison fondamentale d'un effet un peu plus spécifique, éventuellement, ça plus l'âge qui pourrait être un facteur surajouté. On sait aussi que le fait de mettre cette LA4, ça va empêcher encore plus la formation des hétérodimères CD80 PDL1. Donc ça peut aggraver aussi potentiellement l'effet inhibition. Donc pourquoi pas, ça reste théorique, mais ça pourrait être une explication aussi. Donc je remercie Julien de m'avoir donné ces diapos. Donc je vous encourage à lire sa très très belle revue dans la JT là-dessus. Et après, la question c'est est-ce que c'est vraiment pire d'avoir la LEM quand on est greffé du rein ou pas? Donc il n'y a pas beaucoup de données pour répondre à cette question, mais par exemple de cette étude, on voit que les patients greffés, ils ont l'air quand même de mourir beaucoup, hein. Globalement, on trouve plus de 50% dans d'autres séries quand même. Donc voilà. Ce qu'on peut remarquer quand même. Pardon, excuse-moi Hélène, même pour le foie, parce que le foie, ils sont quand même moins exposés. Alors, la plupart du temps, il y avait du cœur, du poumon, pas tellement de foie en fait dans les séries de greffés, d'organes, je veux dire. Donc, c'est tout mélangé, mais il n'y a pas beaucoup de foie, effectivement. Donc, la plupart des patients sont quand même plus âgés. Donc, ça, c'est les données de la série française. Donc, ils ont 64 ans, ils sont quand même plus vieux, hein. Donc, et par exemple, voilà, chronique inflammatory disease, ça c'est la CEP, 46 ans. Oui, c'est pas du tout la même population, hein, rien à voir. Donc, ils sont quand même plus vieux. Bon, voilà. Et puis, quand ils ont, dans cette étude française, donc de cohorte que je vous avais montré au début, en analyse multivariée, ils ont retrouvé que l'âge, c'était un facteur qui était indépendamment associé à la mortalité à 1 an. Donc, c'est un peu cohérent que nos patients âgés
meurent plus à 67 ans s'ils font ce genre de complications, puisqu'ils sont bien sûr très significativement plus vieux que les patients VIH, les patients CONICEP notamment. Alors après, du coup, quel est le bénéfice-risque d'utiliser l'inhibiteur de checkpoint ou l'IL-7 chez nos patients? Donc évidemment, il n'y a pas d'études, bien entendu, contrôlées, c'est hyper difficile. Dans les études publiées, on ne voit pas trop de différence chez ceux qui ont reçu l'inhibiteur de checkpoint IL-7 par rapport à ceux qui, au contrôle historique, on va dire. Mais bon, c'est évidemment très difficile d'en tirer des conclusions formelles. Sur les greffés du rein, il y a très peu de choses. Il y avait eu il y avait eu deux cas qui avaient été décrits. Les deux étaient morts et en fait, ils avaient tous les deux eu des inhibiteurs de checkpoint, donc ils n'avaient pas fait grand-chose. Mais souvent, on le donne un peu en dernier recours. Donc, si on le donne à des patients pré-mortem, évidemment, ça ne va pas marcher. Je pense que la clé, c'est de diagnostiquer plus tôt et de taper très vite pour remonter le système de remonter l'immunosuppression, pardon. Enfin, de réactiver le système immunitaire, l'inverse, pardon. Et puis, dans notre corps, bon, c'est des tout petits chiffres, mais on n'a pas l'impression de voir la différence entre ceux qui ont été traités vivants et ceux qui ont été traités qui sont morts. Donc ça, c'est quand même une donnée qui est importante. Donc, dans les perspectives, globalement, parce que nous, on pensait qu'on allait tirer à boulet rouge sur le bêta-tassel. Bon, bien sûr, on ne peut pas conclure, évidemment, sur une relation de cause à effet. Tout ce qu'on peut dire, c'est que un patient âgé, greffé depuis longtemps, qui a eu du Ritux, qui a eu du Bella, si un jour il est bizarre, je pense qu'il faut bien l'examiner cliniquement. Et globalement, sur ces patients-là, il faut avoir l'IRM facile. Ça, c'est un message clé qui est très important aussi pour les patients non greffés d'organes solides qui développent des LEMS. Donc, il y a des publics qui me disent même, ils veulent développer des IRM un peu portatifs pour mettre dans des petits centres qui font de la chimio parce que, effectivement, ils savent que le diagnostic par IRM précoce, c'est très important. Donc 2 mois après le premier symptôme, clairement, c'est trop tard. Et une fois qu'ils sont graves et qu'ils sont dans le coma, on peut essayer de faire des choses, mais ça sert vraiment plus à grand-chose. Donc ces patients-là, quand ils sont sous bêta-tassette, qui sont vieux, il faut les surveiller cliniquement. Tout ce qui est pharmacoclinique, bon, il n'y a évidemment pas de données, puis ça reste exceptionnel, donc c'est difficile. Bon, les IVIG, vous savez qu'il y a des données dans le BK-virus, mais c'est plus pour la primo-infection. 80% des patients sont probablement séropositifs. Nous, on greffe des gens âgés, donc on doit être à peu près dans ces eaux-là. Donc, je ne suis pas du tout sûre que les IVIG, ça nous aiderait dans cette indication-là. La sérologie, alors c'est vrai qu'elle était disponible, parce que le laboratoire qui faisait le natalizumab avait mis au point la sérologie pour les patients qui vont avoir le natalizumab, et ils savent qu'en fonction du seuil d'anticorps et du risque de réactivation, ils essayaient de guider. Nous, on n'en est que 3 et elle n'est pas dispo partout, elle n'est pas faite partout, c'est très compliqué. Elles étaient toutes positives, mais vraisemblablement, on aura 80% de positives, donc je ne sais pas trop ce qu'on va en dire. Surtout que nous, on va avoir une incidence qui est ridiculement basse par rapport au natalizumab, donc je ne suis pas du tout sûre que ce soit judicieux. Par contre, je pense voilà, le plus important, c'est un diagnostic précoce. Et donc, même si c'est très rare, comme c'est très grave, si un de vos greffés il a des symptômes neuro étranges, il faut lui faire une IRM. Vous ne tomberez pas souvent sur la LEM, on trouve des lymphos, plein de choses sympas, mais on trouve souvent des choses. Il faut vraiment se méfier des symptômes neurofrustes chez le greffé. Et j'insiste sur le fait que le scanner, notamment sans injection, ne montre pratiquement rien. Hein, d'accord? Donc, il ne faut pas dire il a un scan sans inj, c'est cool, ça sert vraiment à rien. Le scan injecté, c'est déjà un petit peu mieux, mais comme là, ça ne prend pas le contraste, ça ne va pas vous aider beaucoup. Donc, vraiment, c'est l'IRM qui est très, très importante. Vous avez un patient greffé rénaux qui est sous immunosuppresseur, oui, il a droit à une IRM rapide, pas le mois prochain. Donc, ça, vraiment, il faut se battre avec ces radiologues pour ça. Dans beaucoup de cas rapportés, il y a aussi que l'IRM avait été faite probablement trop tard. Donc, comme je disais, donc quick access to brain MRI, ça c'est sûr. La PCR, faut avoir la PL et la PCR-JC rapide. Moi, dès qu'un patient sous bêta-tacept est un peu confus, on est tellement tétanisé qu'ils ont tout de suite une PL et une IRM. Mais bon, donc on le suspecte plus souvent qu'on le trouve forcément. Mais je pense que vaut mieux, comme on dit en anglais, better safe than sorry. Je pense que globalement, c'est un peu l'idée. Donc, qu'est-ce qu'on peut proposer pour les patients? Donc, il faut savoir qu'il y a une RCP nationale Antoine Turbach avait dû vous parler à Gustave Roussy, parce qu'avec leur chimio, ils ont quand même des cas, évidemment. Donc, ils en ont pas mal. Donc, ils en ont plus que nous, évidemment, parce que nous, c'est quand même exceptionnel. Donc, ils font des RCP nationales et là, ils discutent en fonction du cas clinique s'il faut faire de l'IL-7 ou si on peut essayer de faire
des lymphocytes T spécifiques du JC. Le problème, c'est que c'est long à préparer. Et donc, genre, si ça met 3 semaines, bon, ben, c'est en général, comme le diagnostic est tardif, bah, parfois ils sont injectés, le patient meurt le lendemain, quoi. Donc, c'est vrai que voilà, c'est sur le papier, ça peut être sympa, mais je pense que si on fait le diagnostic tôt, c'est vraiment ça le plus important. Il faut mettre l'IL-7, les inhibiteurs de checkpoint, on peut essayer. De toute façon, sincèrement, vu le taux de mortalité, je pense qu'il faut vraiment essayer de le faire, tant pis. Là, on n'est plus à essayer de sauver le greffon, on essaie vraiment de sauver le malade. Donc voilà. Et donc pour les biomarqueurs pronostiques, bah, les malades n'avaient pas tellement de lymphopénie marquée, donc c'était pas évident bah, d'avoir un biomarqueur qui nous dit bah lui il va être très à risque de faire la LEMP, peut-être la sérologie, le degré d'anticorps, mais c'est pas disponible, en tout cas pour nos patients. Donc voilà, bah, je remercie Adélaïde qui a fait bah, tout ce travail de recueil minutieux, relancer les centres, et elle l'a fait longtemps, hein. Elle l'a fait souvent, donc c'était un vrai combat. Yanis qui nous a, bah, qui a fait les statistiques, et puis tous les centres qui ont participé. Donc vous voyez, beaucoup de centres ont participé, et je remercie donc Julien Zubert qui m'avait prêté ces belles diapos de son AJT sur le Belatacept. Et effectivement, j'avais présenté au Sprint, je n'avais pas eu beaucoup de temps pour préparer. Et donc, du coup, il avait été très gentil, il m'avait donné ses diapos de l'agité pour que je puisse étayer la discussion. Donc merci à lui, je vous encourage à lire cette revue qui est super bien faite. Voilà, si vous avez des questions. Bah, moi, j'avais une question parce qu'en fait, tu avais un délai de 89 mois, c'est ça, entre le Ouais, début de la greffe et puis l'infection, enfin, du moins les symptômes. Et finalement, le BELA avait été mis de façon relativement précoce, c'était 8 mois, c'est ça, en moyenne. oui, 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 oui. Et donc, toi, est-ce que, tu vois, quand tu décides de faire une conversion tardive comme ça avec le BELA, est-ce que tu t'aides de biomarqueurs pour essayer d'anticiper en fait des complications infectieuses qui pourraient survenir quand tu es à distance comme ça chez les patients qui ont été exposés? Mm. C'est-à-dire qu'un biomarqueur avant que tu le switches, c'est ça? Ouais, enfin, tu vois, est-ce que tu utilises d'autres? Enfin, on n'a pas Ben, grand-chose en routine, mais bah, en routine, on n'a pas grand-chose, quoi. Alors, c'est vrai que les gens qui auraient une lymphopénie marquée, ça, ouais, voilà. c'est sûr, mais Oui, enfin, je veux dire. Mais c'est vrai qu'il faut le regarder parce que on a l'impression que c'est tellement banal la lymphopénie qu'on la regarde plus, mais quand ils ouais, sont profondément lymphopéniques, c'est vraiment pas bon signe. Donc voilà, le oui, CD4, bah, pareil, mais la lymphopénie tout court, déjà, c'est pas si mal. CD4, on le fait de temps en temps, on pourrait le faire. Bon, l'hypogamma, enfin, ça mesure un degré trop profond d'immunodépression de manière globale, mais souvent ceux qui sont hypogamma, très lymphopéniques, ils ont fait d'autres complications opportunistes, et c'est souvent chez ceux-là qu'on hésite à switcher, parce que les patients très âgés qui ont un rein pas beau, bah, ça nous arrive très souvent. Et donc, effectivement, on essaie de pas switcher des gens qu'on juge fragiles parce qu'on sait moins monitorer le belatacept. C'est pas le belatacept en tant que tel, mais 3-4 de T0, on sait comment faire avec peu de sel 7, mais le Bella, bah, on ne sait pas faire l'équivalent de 3-4 de T0, donc on ne sait pas faire en fait. Donc on ne sait pas si on met toutes les 5 semaines, toutes les 6 semaines. Donc ouais, c'est pour ça que c'est compliqué. Parce que quand on passe quelqu'un qui a 4 de T0 et qu'on lui met du Bella toutes les 4 semaines, je pense qu'en fait c'est comme si on doublait son T0. Donc c'est pour ça qu'au tout début, je pense que les gens ont eu des réactivations CMV très tardives, des choses comme ça, parce qu'ils ne s'attendaient pas à voir ça à 8 ans de greffe, parce que bah, à ces niveaux d'immunosuppression, on n'a plus ça normalement. Alors moi je pense que c'est ça, mais Julien Zuber, lui, il pense qu'il y a une raison immunologique, c'est pour ça que je vous ai mis ces diapos. Je pense qu'il y a un effet spécifique, c'est possible. Et c'est peut-être vrai chez les patients les plus âgés. Nous, cette étude nous a fait faire une autre étude qu'on est en train de finaliser, j'espère qu'on pourra publier, c'est ça monocentrique, mais on a essayé de regarder chez les corps de nos patients qui étaient plus vieux que ceux qui ont été publiés dans les études prospectives et rétrospectives, parce qu'on avait l'impression d'avoir eu beaucoup de complications opportunistes. Alors, pas de lymphatenon, mais des complications, bah, d'énocardiose, des trucs sympas, hein, des mycobactéries atypiques, enfin, plein de choses. Et en fait, en faisant des stats comme ce qu'ils appellent le Target Emulated Trial, en essayant de bien matcher le mieux possible pour s'affranchir de tous les paramètres, ben, on s'aperçoit que finalement, c'est plutôt l'âge qui ressort et pas spécialement l'exposition au BELA. Euh, donc voilà, donc je mm, pense que c'est des patients fragiles. De toute façon, dans la cohorte, il y a quand même 70% de patients qui ont une LEMP, qui n'ont jamais rencontré de BELA. Donc le message, c'est quand même nos patients âgés greffés, c'est pas facile. Enfin, on le sait au quotidien, hein, tous ceux qui vont pas bien, c'est ceux qui ont plus de 75. Euh, voilà, ceux qu'on greffe en plus à plus de 75 déjà, c'est compliqué. Mais alors 8 ans après, on fait les calculs. Voilà, on greffe de plus en plus âgés.
Là, c'est que 67 ans et c'est déjà pas évident. Donc, c'est plein de questions là-dessus, sur comment on manage ces patients-là. Et c'est vrai que on a peut-être plus l'habitude, plus de souplesse à le faire en baissant le tacro, en arrêtant le Celcept, que en gérant le Béla. C'est très compliqué, je trouve, d'ajuster les doses de Béla. Donc, on sait que quand on espace, on diminue le blocage de la co-stimulation, donc vraisemblablement, on restaure un peu d'immunité. Mais comment, pourquoi, c'est pas, on n'est pas confort. Voilà. Donc c'est vrai que qu'il y a des études pharmaco en cours à Necker, ils essaient de voir un peu ça. Pour l'instant, sauf erreur, il ne me semble pas qu'ils avaient retrouvé de corrélation entre le dosage Béla et puis les complications opportunistes, mais je pense que, enfin, Stéphanie, elle va mieux faire un topo bientôt. Peut-être qu'elle vous a déjà présenté les datas, on regardera un petit peu ce qu'elle a trouvé. Euh, Et c'est- tu as en tête Pardon? t'as en tête la littérature sur le rein natif chez les vieux patients qu'on a exposés pendant des années aux immunosuppresseurs. Là, tu sais ce que ça donne en fait, comme prévalence? De la LEMP. Alors oui, du coup, je l'avais mis alors, par cœur, je ne me souviens plus. Mais c'est plus que les transplants. Enfin, dans la population générale, non, non, c'est très rare, mais ceux qui ont. Voilà, je m'y remets. Attends. Enfin, en tout cas, sous chimio, c'est beaucoup plus. Voilà. La population générale, c'est 0,11. Les greffés du rein, c'est 5. VIH 49. Et dans la chimio, on est à peu près à ça. 20, 30. Et natalizumab, c'est 200 pour 100 000 patients. Donc, on est au-dessus de la population générale. On est à K,9, donc on est à 5, quoi. Mais on reste très en dessous de la chimio, des VIH et tout ça, hein. Mhm. Un VIH, ça doit diminuer, j'imagine. Enfin, du moins, Bah, il y a encore 40% dans les trucs récents, hein, donc il faut croire que il y en a encore peut-être qui échappent au traitement, qui ne prennent pas ou qui sont résistants. Bah, il y en a encore, visiblement. Donc, mais effectivement, ça a beaucoup diminué parce que c'était le double, je pense, avant les antiprotéases, quoi. J'avais une question sur il y a une donnée que je n'ai pas très bien compris, parce qu'il y a 8 patients qui sont retournés en dialyse, mais un seul qui a un rejet. Les autres, c'est quoi? Alors ça n'a pas été hyper simple de récupérer les données précises là-dessus. Euh, Beaucoup avaient des greffons déjà très limites au début, hein. Donc, du coup, ça a été un peu compliqué d'avoir cette donnée précise, effectivement, sur ça. Donc, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Parce que ça change un peu tout si c'est un rejet sur 25 ou si c'est 9. Si c'est 9. Euh, Après, le retour d'hélice, c'est à 1 an. Donc, pour beaucoup, c'était à distance, hein, du traitement quand même. Donc, celui qui a été étiqueté rejet, c'était clair par rapport à l'injection, par rapport aux montées de créate, etc. Donc, euh, enfin, celui qu'on a mis comme rejet, je pense à Adélaïde pourrait répondre mieux que moi, mais c'était vraiment quelque chose qui était plus cohérent avec, par rapport au timing de l'initiation du traitement, quoi. Ouais. Moi aussi, j'ai une question, parce que si on se dit que 80% de la population est séropositive au GC virus, finalement, il y en a très très peu qui font une LEMP. Ouais. Est-ce qu'on sait s'il y a des sous-types de virus, certains génotypes qui favorisent plutôt la LEMP que d'autres? Ça a été montré qu'il y a des sérotypes d'OBV qui favorisent des PTLD ou tous les types de tumeurs OBV induites. Est-ce que c'est la même chose avec le JC? Sincèrement, je sais pas. Je sais pas. Pas répondre. Peut-être. Mais je peux pas dire, je sais pas. Merci. merci beaucoup, Hélène. Bah, pas de souci, merci à vous. Et puis, bah, bravo surtout à Adélaïde, hein, qui a fait le gros de ce travail. Voilà. Merci. Ouais. Ciao. Bye bye. À bientôt.